Du 11 au 22 novembre, la 29e conférence des parties sur les changements climatiques se tiendra à Bakou. Elle sera déterminante pour répondre à la question du soutien financier annoncé à la COP 21 des pays donateurs en faveur des pays du Sud. Marc Ona et Sanguy, bonjour. Bonjour. La COP 29 s'ouvrira le 11 novembre à Bakou. Vous n'y assisterez pas car, dites-vous, ces grandes messes ont démontré leur inutilité face à l'urgence climatique de l'heure. Qu'est-ce que le continent est en droit d'attendre de ce nouveau rendez-vous malgré tout ? Merci pour cette opportunité. Je voudrais tout simplement rappeler que j'étais à la dernière COP à Dubaï. Et depuis 2002, je prends part à toutes ces conférences des Nations Unies, des parties prenantes, c'est-à-dire tous les pays signataires de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Et je me rends finalement compte qu'on dépense énormément d'argent pour que les grandes puissances s'affrontent et n'arrivent pas à tomber d'accord sur le minimum qu'on demande, c'est-à-dire la réduction des gaz à effet de serre. Et par conséquent, les regards sont tournés du côté des Africains à qui on demande beaucoup plus d'efforts, c'est-à-dire en termes de préservation de leur écosystème, en termes de réduction de l'exploitation des ressources naturelles, sauf que l'Afrique a plus besoin de toutes ces ressources. Ce qui est demandé aux Africains, ce n'est pas de s'aligner comme comme on le dit chez nous, comme des toutous. C'est tout simplement de faire valoir aussi cette richesse en termes de biodiversité, cette richesse en termes de matières premières. L'Afrique a besoin d'instaurer une réelle politique pour établir un rapport de force entre ceux qui sont à la recherche de ces ressources naturelles et l'ensemble de la planète qui se soucie des émissions de gaz à effet de serre. Mais malheureusement, l'Afrique n'arrive pas à établir ce rapport de force. Elle va toujours à ces réunions avec une main tendue pour des espèces sonnantes et trébuchantes. Alors qu'au-delà des espèces sonnantes et trébuchantes, l'Afrique a suffisamment du poids, a suffisamment de levier pour établir ce rapport de force. La question du financement pour accompagner les pays non pollueurs est à l'ordre du jour depuis la COP 21 qui s'est tenue à Paris. Or, rien n'a évolué sur le financement du Fonds vert et on se donne déjà rendez-vous pour la COP 30 à Belém, au Brésil. La COP 29 peut-elle faire bouger les lignes sur la question du financement ? La COP à Dubaï a eu la possibilité de créer un nouveau fonds. On annonce la création des fonds, mais malheureusement, ces fonds ne sont pas alimentés par des grandes puissances, par les grands pollueurs. Tant que ces fonds ne seront pas alimentés par les grands pollueurs, les Africains seront toujours en train de demander, c'est-à-dire une sorte de compensation. On demande aux Africains de faire des efforts. En contrepartie, on va accorder des financements climatiques. Mais sauf que très peu de pays ont bénéficié jusqu'à présent de ces financements climatiques. Tout simplement parce que les fonds annoncés ne sont presque pas alimentés par des grands pollueurs. Alors, je vais prendre la question d'une certaine manière, d'une autre manière. Si les Africains, par rapport à leurs propres problèmes climatiques, c'est-à-dire les érosions, les bouleversements en termes de déforestation, si les Africains prenaient conscience de ces problèmes et qu'un fonds africain était à la limite créé pour que les États membres africains de cette Convention des Nations Unies puissent eux-mêmes alimenter le fonds et faire le bilan à chaque COP. C'est-à-dire, on va à des COP pour faire la démonstration que les États africains, l'Afrique est un continent, ce n'est pas un pays, nous avons fait un effort pour alimenter un fonds que nous-mêmes nous allons utiliser, opposé à un financement à des fonds créés, inventés, annoncés par les grandes puissances, mais ces fonds qui ne sont jamais alimentés. Je crois que l'Afrique a intérêt aujourd'hui à se retourner vers tous les pays pour que cet effort soit établi, afin d'établir, comme je le dis si bien, un rapport de force. Si à chaque fois, nous irons à des COP pour commander, pour revendiquer les moyens annoncés dans les différents COP, je pense qu'on ne sortira jamais de l'auberge. On va organiser des COP. Là, on ira à Bakou, après on va au Brésil, après on tourne. À qui profite ce business climatique? C'est la question que je me suis toujours posée. Parce que chaque COP mobilise des milliers de personnes.
mobilise des milliers, des milliers d'avions, d'engins, de véhicules. C'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre occasionnées par la mobilisation de tant de personnes, de tant d'outils, est considérable. Et les financements aussi sont considérables. Pourquoi ne pas mettre à la disposition de ces gros financements pour déjà résoudre des problèmes qui sont identifiés dans les différents continents que nous avons? Mais Marcona et Sangui, est-ce que ce n'est pas légitime que l'Afrique exige une contrepartie, puisqu'on lui demande de renoncer à son développement en utilisant les ressources dont elle dispose? Mais c'est très légitime. Je dis oui, c'est très légitime. Mais si en face, la volonté ne se manifeste pas, c'est comme si l'Afrique était devenue le dindon de la farce. Les autres continents, les autres grandes puissances, la Chine et les États-Unis, l'Inde, la Russie, ils sont toujours dans l'exploitation des ressources naturelles et surtout des énergies fossiles. À, à Dubaï, on a évoqué la possibilité de renoncer à l'exploitation des énergies fossiles, c'est-à-dire le gaz, le pétrole. Est-ce que vous imaginez un seul instant que Dubaï puisse, les Émirats arabes unis puissent se séparer du gaz ou du pétrole? Je ne pense pas. Nous irons en Azerbaïdjan au mois de novembre. Voilà aussi un autre grand producteur de pétrole et de gaz. Vous pensez qu'à un moment donné, ces pays vont se débarrasser de ces ressources naturelles et qui leur procurent de la richesse? Je ne pense pas. Par contre, on met la pression sur l'Afrique pour que l'Afrique puisse faire marche arrière. Mais malheureusement, il faudrait que les Africains mettent en place une stratégie pour évaluer les impacts occasionnés par l'exploitation des ressources naturelles, les impacts occasionnés par la déforestation. À partir de cet instant, il y aura une stratégie propre à l'Afrique par rapport à l'exploitation des ressources naturelles. C'est en ce moment, encore une fois, que l'Afrique peut peser de tout son poids dans la balance. À la COP28 à Dubaï, les pays se sont engagés à contenir l'élévation de la température en deçà de 1,5 degré. On est très loin du compte aujourd'hui. Est-ce que vous êtes inquiet? Écoutez, je suis inquiet tout simplement parce qu'il y a la sourde d'oreille de part et d'autre. Est-ce que vous pensez que la Chine va se débarrasser de l'exploitation de ses ressources naturelles, les États-Unis, la Russie, l'Inde? Je ne pense pas. C'est la course à l'industrialisation. Et qui dit industrialisation dit utilisation des ressources naturelles. Ça veut dire, si chez eux, ils ne peuvent pas exploiter toutes ces ressources, ils vont se retourner vers les continents africains qui devient aujourd'hui le berceau de toutes ces ressources naturelles. Et quel est l'avenir de l'Afrique dans cette course à l'exploitation de nos ressources? C'est la question que je pose. Quel est l'avenir de l'Afrique? Et est-ce qu'on a demandé, par exemple, à l'Arabie saoudite de réduire l'exploitation de son pétrole? Je ne pense pas. Pourquoi la pression est faite sur l'Afrique uniquement? C'est tout simplement parce que c'est un terrain fertile à tout type de manipulation, de corruption, et voilà. Et puis, il n'y a pas l'établissement d'un rapport de force face à tous ces grands lobbies internationaux. Marcona et Sangui, au sein de votre ONG Brain Forest, que vous avez lancée en 1998, vous vous battiez pour les droits des populations autochtones qui sont les protectrices de nos forêts. Comment concilier développement et protection de l'environnement pour ces populations? Moi, j'ai toujours défendu le fait que nous n'avons rien à apprendre à toutes ces populations, à ces gardiens du temple forêt. Ce qui est fait aujourd'hui dans les différentes écoles où on enseigne le développement durable, je pense qu'il faudrait peut-être aller auprès de ces populations pour apprendre toutes les notions de conservation de la biodiversité. On ne peut pas écarter ces populations comme on a tendance à le faire. Il faut tout simplement appliquer le principe de CLIP, c'est-à-dire le consentement libre, informé et préalable. C'est-à-dire quand on va auprès de ces populations, parce qu'on voudrait occuper leur terre pour développer un projet, il faut les intégrer. Il faut apprendre auprès de ces populations. Et là, les nouvelles notions de conservation vont être apprises et comme ça, on pourra allier le développement et la protection de ces populations. Ce sont des citoyens gabonais qui sont là, mais avec leur culture basée sur la conservation de leur tradition forestière. On ne peut pas ne pas considérer cette logique qui consiste à dire
les populations autochtones sont dans leur milieu naturel et par conséquent, il faut apprendre auprès de ces populations pour que les projets soient développés en harmonie avec cet écosystème. Mais malheureusement, on a tendance à penser que ces populations ne savent absolument rien du tout. Il faut leur apprendre quelque chose, mais on leur apprend absolument rien du tout. Il faut respecter leur écosystème naturel et les intégrer dans tous les projets. C'est comme ça qu'il y aura alliance entre développement et protection de ces populations. Depuis l'avènement de la transition au Gabon, vous êtes membre du bureau du Sénat. Les questions environnementales sont-elles une priorité pour les pouvoirs politiques et comment les convaincre de l'urgence à préserver une planète viable pour tous? Alors, ce que j'apprécie avec les militaires au pouvoir ici, au Gabon, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas une sorte de chasse aux sorcières. On n'a pas poursuivi les anciens membres du régime. On a tout simplement conservé les politiques établies par les anciens, c'est-à-dire pour le changement climatique, pour les questions environnementales. Le Gabon, les militaires se sont engagés au niveau international à poursuivre les engagements auprès des bailleurs internationaux, auprès même de la nation gabonaise pour toutes les questions liées à l'environnement. Pour moi, c'est un avantage. La preuve, aujourd'hui, le gouvernement de la transition est représenté en Colombie aujourd'hui pour préparer la COP de Bakou. Le président Oligui a pris une part très active à Dubaï lors de la COP qui s'est tenue, la COP 28, je crois, et qui s'est tenue à Dubaï, où il a rencontré d'autres autorités internationales, comme le président français. Ça veut dire que le Gabon s'est engagé à se maintenir dans la logique de ce qui a été fait auparavant. Il faudrait rappeler que le Gabon a toujours été cité en exemple en termes de conservation, en termes de lutte contre la déforestation. Et le Gabon a fait beaucoup d'efforts dans l'ancien régime. Et les autorités de la transition se sont engouffrées dans cette logique pour poursuivre l'opération. Et je pense pour moi que le grand challenge à réussir aujourd'hui, c'est la lutte contre l'exploitation illégale du bois. Il faut mettre en place un système de traçabilité fiable. Il faut absolument respecter les engagements pris par le Gabon au niveau international pour endiguer tous ces fléaux qui sont liés à l'exploitation illicite des matières premières au Gabon. Marc Ona et Sangui, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.